Nous arrivons enfin à l'algorithme de chiffrement asymétrique que je voulais aborder depuis le début. J'ai nommé RSA. Nous avons fait un long bout de chemin ensemble pour en arriver là. Nous avons appris ensemble à faire des exponentiations modulaires, à utiliser l'algorithme d'Euclide étendu, nous avons vu le théorème de Bache-Bézout, et nous nous sommes servis de tout ça pour apprendre à calculer des inverses modulaires. Maintenant, nous allons devoir nous resservir de toutes ces compétences et de toutes ces connaissances pour comprendre le fonctionnement de RSA. Comme d'habitude, si une compétence vous manque, n'hésitez pas à retourner quelques vidéos en arrière pour aller la chercher. Dans cette vidéo, notre objectif est de nous approprier RSA. J'entends par là que vous devrez savoir l'appliquer, mais surtout comprendre dans quelles circonstances il est utilisable. Commençons. Pour mieux comprendre pourquoi le chiffrement asymétrique, je vous propose un petit exemple. Mettons que Bob et Alice souhaitent discuter ensemble par internet de manière confidentielle. Un individu, ici appelé homme du milieu, écoute leur conversation et peut lire leurs messages. Si nous ne connaissons que le chiffrement symétrique, nous allons certainement utiliser AES, chiffrer notre message avec une clé, puis transmettre notre message. Premier problème, le message sans clé est indéchiffrable. Second problème, si un message peut être intercepté, alors votre clé aussi. Et là, on est dans de beaux draps. La question est donc, comment communiquer en toute confidentialité dans cette configuration ? Vous vous en doutez, la réponse est le chiffrement asymétrique. Bon, pour le moment, le chiffrement asymétrique reste sûrement très flou, alors je vais vous parler un petit peu des avantages qu'il apporte. Tout d'abord, vous l'avez vu venir, le chiffrement asymétrique permet de rendre les données confidentielles. Mais ce n'est pas tout. En fait, il n'est pas seulement fait pour ça. Il permet également d'authentifier des interlocuteurs, de vérifier l'intégrité des données transmises, et en plus de garantir la non-répudiation. Rien que ça. Rentrons point par point dans le vif du sujet pour mieux comprendre comment cette méthode de cryptographie peut faire autant de miracles. Essayons de définir ensemble la confidentialité. La confidentialité est le fait de rendre un message indéchiffrable par des parties non autorisées. Par exemple, si Bob veut envoyer un fichier secret à Alice, celui-ci ne doit pas être lisible par un homme du milieu. Attention, le fichier peut bien être récupéré par l'homme du milieu, mais il ne doit pas être compréhensible. Bon, on voit bien ce qu'est la confidentialité, maintenant il faut comprendre comment l'obtenir. Dans un premier temps, je vous propose de vulgariser le côté technique. Ça nous permettra de nous faire une idée générale avant de rentrer dans les détails. Lorsqu'Alice et Bob communiquent, nous imaginons qu'ils ont en leur possession un coffre-fort et une clé permettant de l'ouvrir. Pour cette expérience de pensée, nous imaginons également que le coffre est inviolable et que notre clé est impossible à copier. Alice a le coffre en sa possession et va l'ouvrir à l'aide de sa clé. Elle envoie ensuite le coffre ouvert à Bob par la poste. Bon, ça va coûter cher. Lorsque Bob reçoit le coffre ouvert, il peut glisser un message dedans et refermer le coffre. Maintenant, le coffre n'est plus ouvrable que par Alice. Il faut donc que Bob renvoie le coffre à Alice pour qu'elle puisse récupérer son message et le lire. La dernière étape pour Alice est d'ouvrir le coffre avec sa clé et de lire le message. Bon, je pense que vous avez saisi. Le principe est quand même assez simple. On envoie un coffre, on ferme le coffre avec le message et on l'ouvre avec la clé. On va maintenant essayer de rentrer un peu plus dans les détails pour voir comment réaliser cet échange de coffres. En réalité, nous n'avons pas de coffre. Grosse surprise. Mais plutôt une clé publique et une clé privée. Ces deux clés peuvent être utilisées pour chiffrer ou déchiffrer des messages. Dans notre analogie, le coffre est une clé publique et la clé du coffre une clé privée. Puisque notre clé publique sert de coffre, il faut qu'elle soit connue de tout le monde. Cela permet à des personnes de mettre des messages dedans et de nous envoyer les messages. Au contraire, la clé privée est la clé qui ouvre le coffre. Il faut donc qu'elle ne soit connue que de son créateur. La clé publique sera notée dans la suite de notre vidéo avec le symbole K+, et la clé privée avec le symbole K-. Par exemple, lorsque vous voyez à l'écran K plus A, cela signifie que l'on parle de la clé publique de Alice, K-B de la clé privée de Bob, K plus B de la clé publique de Bob, et finalement K-A de la clé privée de Alice. Et enfin, M sera le message que nous souhaitons transmettre. Donc, maintenant que nous savons ça, comment allons-nous mettre un message dans notre coffre ? Eh bien, si c'est Alice qui veut envoyer un message, nous utiliserons le coffre de Bob. Alice va donc simplement chiffrer le message M avec la clé publique de Bob et envoyer le message chiffré à Bob. De son côté, Bob va vouloir ouvrir le coffre, ce qui se fera en déchiffrant le message reçu avec sa propre clé privée. Voilà, vous avez une idée un peu plus précise du fonctionnement de la confidentialité. Dans la suite de cette vidéo, nous rentrerons encore un peu plus dans les détails. Mais pour le moment, je souhaite terminer de présenter les services attendus du chiffrement asymétrique. Le prochain service est l'authentification. L'authentification nous assure que les personnes qui échangent des messages sont bien celles que l'on pense. Dans notre exemple avec Alice, Bob et l'homme du milieu, Alice et Bob ont une garantie que l'expéditeur des messages n'est pas l'homme du milieu. A priori, pas facile à faire. Pour cela, il existe deux méthodes.
La première, c'est la signature avec une clé privée et la seconde, le protocole défi-réponse. La première solution est simplement de signer notre message avec notre clé privée. Le message peut ensuite être déchiffré avec notre clé publique. Notez qu'on ne parle pas normalement de chiffrement mais bien de signature. Même si l'opération est la même qu'avec une clé publique, utiliser une clé privée ne rend pas le message confidentiel puisque toutes les personnes qui connaissent la clé publique peuvent lire le message. Par contre, on parle de signature car notre clé privée n'est détenue par personne d'autre que nous. Il est donc impossible que le message vienne de quelqu'un d'autre s'il est signé par notre clé privée. Faites donc attention, signer un message sans le chiffrer n'assure pas sa confidentialité. La signature permet uniquement de garantir l'identité de l'expéditeur. Mais si l'on veut en plus de la confidentialité, il faut bel et bien chiffrer le message avec la clé publique de l'interlocuteur. La seconde solution est d'utiliser un protocole défi-réponse. Le protocole défi-réponse permet d'authentifier deux interlocuteurs sans avoir besoin de clé privée ou de clé publique. Imaginons qu'Alice et Bob possèdent une clé partagée et qu'ils souhaitent s'assurer qu'ils parlent bien l'un avec l'autre. À tout hasard, cette clé partagée peut avoir été générée avec l'algorithme de Diffie-Hellman, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mes vidéos précédentes. Premièrement, Alice se déclare à Bob comme étant Alice. Bob lui répond en lui envoyant un défi, qui est un simple nombre à chiffrer. Alice renvoie ce nombre chiffré par leur clé partagée. En recevant son message, Bob déchiffre le message et vérifie que c'est le même nombre qu'il avait envoyé à Alice un petit peu plus tôt. Alice envoie ensuite dans la foulée son propre défi à Bob. Comme pour Alice, Bob le chiffre avec leur clé partagée, et Alice pourra vérifier que le nombre chiffré par Bob était bien celui qu'elle avait envoyé elle. Si les deux interlocuteurs sont satisfaits de la réponse apportée par l'autre, alors ils sont certains de parler à la bonne personne. Le prochain service est l'intégrité. L'intégrité garantit que le message n'a pas été modifié entre le moment où il a été envoyé et le moment où il a été reçu. En fait, cette propriété est très liée à la confidentialité et à l'authentification, puisqu'une fois que le message est signé et confidentiel, il devient très difficile de le modifier sans savoir ce qu'il contient, tout en faisant en sorte que le message ait toujours du sens après le déchiffrement. Enfin, le dernier service attendu est la non-répudiation. La non-répudiation est l'assurance qu'un des interlocuteurs ne puisse nier avoir envoyé un message. Cela peut être utile lors d'une transaction financière, par exemple si Alice s'engage à acheter un produit à Bob pour une certaine somme d'argent. Bob souhaite être certain qu'Alice ne puisse pas se désengager en prétextant qu'elle n'a pas envoyé le message. Techniquement parlant, la non-répudiation est fortement liée à l'authentification. Rappelez-vous, si Alice a signé un message avec une clé privée, qu'elle est la seule à posséder, alors elle ne peut nier avoir envoyé ce message. Tous ces services sont rendus par l'algorithme RSA, que nous allons maintenant aborder de manière détaillée pour en comprendre le fonctionnement. Mais comment utiliser RSA ? D'abord, nous devons générer les clés publiques et privées qui permettront à d'autres personnes de nous envoyer des messages confidentiels. Ensuite, nous pourrons soit chiffrer, déchiffrer ou même signer des messages avec ces clés. Je vous propose de voir maintenant comment générer nos clés. Pour cela, nous avons besoin de deux très grands nombres premiers que nous appelons ici P et Q et que nous allons multiplier ensemble pour obtenir un modulo n. Vous vous demandez certainement pourquoi des nombres premiers et pourquoi ils doivent être très grands. La réponse est assez simple. Si un attaquant est capable de trouver P et Q à partir de n, alors il pourra aussi retrouver nos clés publiques et privées un peu plus tard. Nous avons donc besoin d'une valeur de n qui ne soit pas facilement factorisable. Et le meilleur moyen d'obtenir ce résultat est d'une part de travailler avec de très grands nombres et d'autre part d'utiliser des nombres premiers qui ont seulement deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. L'avantage de tels nombres est que leur produit est un nombre qui a comme unique diviseur lui-même les nombres premiers dont il est issu et 1. Par exemple, si nous prenons P égale 5 et Q égale 7, n vaudra 35 et les seuls diviseurs de 35 sont 35, 7, 5 et 1. Ici, 35 est très facilement factorisable en 7 et 5 car le nombre est petit, mais P et Q peuvent être très difficiles à trouver si nous travaillons avec des grands nombres. Dans ce cas, le coût computationnel de leur recherche serait tellement élevé qu'il faudrait des milliers d'années à un ordinateur pour les retrouver. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nos messages n'ont pas besoin de rester confidentiels quelques milliers d'années. Maintenant que nous avons P et Q, nous allons calculer phi de n, qui est égal à P-1 fois Q-1. Sans entrer dans les détails mathématiques, phi de n va nous être utile pour calculer nos clés et va garantir qu'elles puissent nous permettre de chiffrer et déchiffrer correctement nos messages. Nous allons ensuite choisir un exposant E pour calculer son inverse, tel que E est premier avec phi de n. Il est très important que E et phi de n soient premiers entre eux, puisque c'est la condition pour qu'il existe un inverse modulaire D à E. Et une fois que nous avons calculé D et E, nous avons nos clés. N et E représentent la clé publique, tandis que D représente notre clé privée. Voilà en théorie comment créer une paire de clés.
Regardons un exemple un peu plus concret pour mettre en pratique notre recette. Mettons que P égale 5 et Q égale 17. Nous pouvons calculer n en multipliant P et Q, ce qui va donner 85. Phi de n sera donc égal à 4 fois 16, ce qui fait 64. Cherchons maintenant un exposant E premier avec phi de n. Au hasard, nous pouvons sélectionner 5 qui répond bien à notre contrainte. Avec l'algorithme d'Euclide étendu que nous avons vu dans les vidéos précédentes, nous pouvons facilement calculer l'inverse modulaire de E modulo 64, ce qui donne D égale 13. Nous obtenons donc nos clés publiques, n égale 85 et E égale 5, et notre clé privée, D égale 13. Et voilà, il n'y a plus qu'à savoir comment nous en servir. L'étape la plus difficile était de savoir générer des clés. Le chiffrement du message est un peu plus simple. Imaginons que Bob souhaite envoyer un message à Alice. Bob va transformer son message en un nombre entier compris entre 0 et n. Il va ensuite utiliser la clé publique n et e de Alice pour faire le calcul. Son nouveau message chiffré sera égal à son message exposant e modulo n. Par exemple, prenons un message m égale 10. Le message chiffré sera égal à 10 exposant 5 modulo 85. Si vous avez déjà vu la vidéo sur les exponentiations modulaires, vous saurez faire ce calcul de tête ou avec du papier. Si vous avez oublié comment faire, voici au cas où le détail des calculs. Et nous obtenons à la fin le message chiffré 40. C'est assez simple, non? Peut-être que vous vous demandez comment convertir une lettre en nombre. Il existe plusieurs méthodes, mais la plus intuitive serait d'utiliser une table qui associe un nombre à chaque caractère de notre clavier. Pour ceux qui ne voient pas où je veux en venir, je parle de l'ASCII. Voilà quelques exemples de ce que cela donne. Le A peut être remplacé par le nombre 65, le B par 66, etc. Bon, regardons maintenant comment déchiffrer notre message. Le déchiffrement est exactement la même opération que le chiffrement, mais à la place de notre exposant E, nous utilisons plutôt D, notre clé privée, qui permettra de retrouver notre message d'origine. Essayons de déchiffrer notre message. Nous devons calculer 40 exposant 13 modulo 85. Vous pouvez faire le calcul de votre côté si vous le souhaitez. Moi je vais aller directement à la fin, et le résultat est 10. Exactement la valeur du message que nous avions à l'origine. C'est beau quand même. Je vous propose un petit résumé rapide de ce que nous avons vu sur un seul schéma, ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble de tout ce dont nous avons parlé. Lorsque Bob veut chiffrer un message, il récupère la clé publique d'Alice, N et E. Il transforme son message M en nombre et utilise la clé publique pour chiffrer son message. Le calcul est M exposant E modulo N. Ensuite, Alice reçoit le message chiffré X et utilise sa clé privée pour le déchiffrer, ce qui donne X exposant D modulo N. Dernier petit rappel avant de nous quitter. Si Bob avait souhaité signer son message, il aurait utilisé sa propre clé privée pour signer le message, en plus du chiffrement avec la clé publique de Alice. Le message aurait donc été à la fois signé et chiffré. Et voilà, vous savez tout. Merci de votre écoute et à bientôt.